Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est la question. L'important, c'est que vous m'entendiez et que vous puissiez profiter de cette conférence qui va vous permettre, qui va vous donner quelques outils pour relancer votre carrière professionnelle ou pour créer un nouveau projet professionnel dans le cadre de l'expatriation. C'est ça le sujet. Alors, j'imagine que vous êtes conjoint, expatrié, en recherche, en rupture peut-être et en recherche d'une nouvelle carrière et je vais essayer de vous apporter ce que je peux aujourd'hui. On va essayer de tenir en 1 heure, peut-être un peu moins. Je vais essayer de faire rapide. Je sais que tout le monde est très occupé. Je vous invite en attendant à prendre un petit verre d'eau, garder un verre d'eau avec vous et surtout un cahier, un crayon, un papier pour noter des choses. Je vais vous apporter des choses, des outils qui vont être inscrits dans la conférence. Vous allez pouvoir télécharger aussi en fin de conférence un cahier d'exercices, un livret d'exercices offert qui va vous permettre de clarifier pas mal de choses. Mais je vais vous donner pas mal de petits trucs et de pistes tout au long de la conférence. Donc, je pense que c'est utile pour vous de pouvoir noter pendant cette conférence. Donc, armez-vous d'un crayon et d'un papier. Et moi aussi, je vais noter parce qu'il y aura peut-être des questions auxquelles je pourrai répondre à la fin de la conférence, à la fin du webinaire. Je répondrai aux questions. Alors, dans les messages que vous avez donnés avant de démarrer, au moment de vous inscrire à la conférence, plusieurs personnes ont souhaité avoir vraiment des outils et non pas de la promo ou de la vente de programmes. Il y aura quand même une présentation des programmes en fin de conférence parce que c'est mon expertise. C'est ce que je fais depuis 7 ans maintenant, c'est accompagner les conjoints pour principalement retrouver un emploi ou retrouver un parcours, ou retrouver un projet. C'est pas forcément un emploi en entreprise. Ça peut être aussi, créer sa propre activité. Il y a beaucoup de conjoints qui se créent une activité d'entrepreneur nomade qui peut les suivre. Ça peut être aussi retourner à l'école, reprendre une formation. Ça peut être partir sur une activité artistique. Ça peut être faire du bénévolat. Ça peut être des tas de choses qui ne sont pas forcément un emploi salarié tel qu'on l'entend dans une carrière classique. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est que ce soit un projet personnel, individuel, et qui soit surtout ambitieux, qui soit surtout enthousiasmant, qui soit surtout épanouissant. C'est ça l'important. Moi, j'ai pas de jugement de valeur. Je suis coach, alors je vous soutiens inconditionnellement. Je n'ai pas de jugement de valeur sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Je n'ai pas de jugement sur ce que vous devez faire. Et d'ailleurs, en tant que coach, je ne vous dis jamais ce que vous devez faire, mais je vous accompagne pour trouver le meilleur projet et la meilleure chose à faire pour vous, pour vraiment vous développer. Alors, donc vous aurez un programme à télécharger en fin de conférence et je vais pour l'instant partager mon écran avec vous. Donc, la parenthèse utile du conjoint expatrié ou comment élaborer son projet en expatriation, ça fait longtemps que j'appelle ça la parenthèse utile, tout simplement parce que beaucoup de conjoints, quand ils partent en expatriation, quand ils suivent leur conjoint en expatriation, se disent je me mets un peu entre parenthèses, c'est une période un peu différente, c'est une période un peu spéciale, et puis je verrai plus tard, je verrai en rentrant. Malheureusement, des fois, les expatriations s'enchaînent et on se retrouve au bout de 5 ans, 7 ans, 10 ans avec une parenthèse qui a un peu trop duré et avec un CV qui est trop atypique. Et puis, on est sorti du rythme, on est sorti du milieu professionnel et on a énormément de mal à y revenir. Alors, utiliser l'expatriation, faire de cette parenthèse une parenthèse utile, c'est important. C'est pas forcément retrouver un boulot tout de suite et continuer son parcours professionnel classique d'expatriation en expatriation, mais c'est vraiment mettre à profit et valoriser chaque expatriation, chaque période d'expatriation et de bien réfléchir à ce qu'on veut et de bien mettre en place les actions qui vont nous permettre pour la suite de continuer sa carrière, reprendre sa carrière, développer autre chose, etc. En tout cas, de le faire en conscience et d'utiliser cette période d'expatriation pour quelque chose qui est utile.
Alors, on va voir d'abord l'impact de l'expatriation pour le conjoint. L'impact de l'expatriation est très différent pour le conjoint que pour le collaborateur. C'est pas du tout la même chose quand on est conjoint ou quand on est manager embauché dans une entreprise. Les outils et des questionnements pour avancer vers votre projet, pour avancer dans la clarification de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas et de ce que vous pouvez faire. Des partages et des questions à la fin si vous en avez. Je serais ravie de vous aider sur des questions précises, personnelles, individuelles, contextualisées. Et puis un bonus à la fin sur le programme, effectivement, pour les participants aujourd'hui. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous faites partie des 2 millions d'expatriés français dans le monde et 70% de ces 2 millions d'expatriés partent en couple. Les chiffres sont difficiles à avoir. On a à peu près 1,6 million, 1,7 million qui sont inscrits dans les consulats à l'étranger. On sait qu'il y a une augmentation d'inscription dans les consulats. Il y a aussi une augmentation d'inscription dans les consulats à cause des problèmes de sécurité dans certains pays. Mais on estime à environ 2 millions le nombre d'expatriés français dans le monde. Sur ces 70%, enfin sur ces 35% de conjoints qui suivent du coup ces expatriés, il y en a 91% qui sont des femmes. Seulement 7% des hommes accompagnent leurs conjoints en expatriation et pour cause, les femmes sont beaucoup moins importantes à qui on propose des postes de cadres expatriés, moins de 15%. Donc la majorité des conjoints expatriés sont des femmes qui sont à 70% éduquées, elles ont un bac plus 4, elles connaissent 3 langues et elles sont malgré tout en rupture professionnelle avec cette expatriation. L'expatriation, c'est un choix de carrière pour le manager, évidemment, et du coup le conjoint se met au profit, se met en support de cette carrière. C'est un choix de couple. Quand même, aujourd'hui, on ne part pas sans demander à son conjoint, et c'est une question qui se pose vraiment, et c'est un choix de couple, même si aujourd'hui, on se rend compte que 90% des femmes acceptent d'arrêter leur carrière pour suivre leur conjoint homme, et qu'à l'inverse, seuls 30% des hommes seraient prêts à arrêter leur carrière pour suivre leur femme. Et qu'il n'y en a que 9% qui le font. C'est un choix de couple, donc quand même, il y a une décision qui est prise et on va voir que cette décision, elle est prise pour certaines raisons. Et c'est un choix pour la famille, surtout. C'est un choix pour découvrir une autre culture, pour donner une ouverture à ses enfants. C'est un choix pour trouver un nouveau souffle, pour trouver un autre rythme. Et souvent, c'est ce qui ressort, c'est que on a voulu se donner une ouverture culturelle et donner à la famille une ouverture culturelle, l'occasion de découvrir autre chose. Et puis de sortir de la routine aussi, d'expérimenter quelque chose de différent. Et ça, c'est vraiment la première raison qui donne le départ. Pour le conjoint, la raison du départ, elle est très difficile à valider, à clarifier. Est-ce qu'on part uniquement pour suivre le collaborateur? Est-ce qu'on part uniquement pour suivre sa famille, etc. Ou est-ce qu'on part pour quelque chose? Partir pour souffler, pour trouver un autre rythme, etc., c'est de temps en temps exprimé, mais pas toujours. Et ça a autant de valeur qu'autre chose, autant de valeur que de reconstruire un projet professionnel, de s'occuper de sa famille, d'être disponible pour sa famille et ses enfants. Mais il faut surtout le clarifier. Il faut savoir si ça nous correspond, il faut savoir si ça nous va bien. Les aspects positifs qui sont exprimés par les conjoints pour cette expatriation, c'est d'abord la découverte d'une autre culture. C'est souvent le fait que maintenant vous avez la possibilité de souffler un peu, de profiter des enfants, d'avoir un rythme plus cool, d'avoir du temps pour soi. Et puis des conditions de vie qui sont bien meilleures. En règle générale, c'est de moins en moins le cas, mais en règle générale, on a des conditions de vie bien meilleures à l'étranger. Suivant le pays dans lequel on est expatrié, on peut avoir des plus grands logements, voilà, un confort de vie qui est plus agréable. Les gros points négatifs, c'est surtout la rupture, c'est la perte d'emploi, c'est la perte de statut social, d'existence sociale individuelle. On devient la femme on est extrêmement lié à son mari, à la profession de son mari. Moi, je suis aux Pays-Bas et ici aussi, même si c'est un pays très développé en Europe, la question qu'on pose aux expatriés souvent, c'est dans quelle boîte bosse ton mari? On a moins de revenus, on a moins d'indépendance, on se sent moins autonome. On n'a plus de revenus personnels, individuels. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut remettre en place éventuellement.
c'est un accord de couple aussi de bien discuter sur comment on crée l'autonomie du conjoint qui suit puisqu'il est au service de la carrière du collaborateur. Et puis il y a l'éloignement de la famille, des amis, un isolement, un conjoint souvent qui travaille beaucoup, qui peut partir en déplacement. Il y a de plus en plus de collaborateurs expatriés régionaux. Donc ils partent beaucoup en déplacement toute la semaine. Donc ça peut être pas facile de se retrouver tout seul dans une maison avec les enfants dans un pays dont on ne parle pas la langue, sans mari, c'est un peu compliqué. Et puis une inquiétude sur la difficulté de réinsertion professionnelle au retour. On se demande ce qu'on va bien pouvoir faire et comment on va bien pouvoir justifier, vendre ce trou dans son CV. Donc il y a des femmes ou des hommes, un peu moins, qui notent par exemple sur leur page LinkedIn, dans leur profil et dans leur parcours, pourvoyeur de bonheur, organisateur de bonheur familial, des choses comme ça. C'est assez anecdotique. C'est vrai que c'est pas évident de trouver le lien à ce qu'on a fait, de trouver les compétences transférables, on appelle ça comme ça, compétences transférables, c'est-à-dire développer des activités, et c'est ça la parenthèse utile, développer des activités dans le cadre de son expatriation, même si on ne peut pas travailler, et puis définir les compétences transférables qu'on va pouvoir juste montrer, utiliser pour un projet, pour un poste plus tard. Ce qui est toujours utile, ce qui est toujours important de garder en tête, c'est de se dire qu'on développe le potentiel. Et quand vous allez rechercher un emploi ou quand vous allez développer une activité à vous, ce qui est important de mettre en tête, c'est quel est lié à vos compétences, terrain, vos motivations, vos envies, etc. Tout ce que vous avez appris dans le bénévolat, dans le boulot, dans les pays étrangers que vous avez traversés. Tout ça fait votre potentiel et c'est très difficile à analyser tout seul, mais c'est très important de le clarifier, de savoir ce que vous pouvez faire par la suite. Les difficultés du conjoint expatrié, elles sont multiples en fait. Les chocs culturels, on parle des chocs culturels aussi qui sont multiples pour le conjoint, mais les difficultés sont bien plus importantes pour le conjoint que pour le collaborateur. Il y a la rupture sociale et professionnelle, on quitte son réseau, on quitte son boulot, on quitte son milieu, on quitte ses amis aussi et sa famille. On a peu de soutien. Il y a peu de soutien du collaborateur parce que d'abord on n'ose pas lui dire que ça va pas. Lui il culpabilise beaucoup, donc c'est un peu compliqué, même s'il comprend, il nous soutient inconditionnellement, notre conjoint par exemple, mais il a du mal à nous aider, il a du mal à clarifier, et puis pour lui c'est compliqué parce que il se sent responsable au fond, donc c'est pas facile. Il y a peu de soutien de la famille et des amis qui sont assez loin, qui ont une image de l'expatriation qui est un peu fausse. Ils se disent bah ça va, c'est confort, t'es dans la piscine, t'as beaucoup d'argent, t'as du personnel, etc. Suivant le pays où on est, un peu exotique, il peut y avoir pas mal d'incompréhension. Donc peu de soutien de la famille et des amis qui sont restés sur place. Peu de soutien de la communauté expatriée sur place, qui veut pas trop non plus, qui est un peu dans le déni des difficultés, donc qui veut pas trop discuter ou parler de ce qui va pas. Il y a un nouvel équilibre familial qui se crée, c'est-à-dire que quand on part en expatriation et qu'on arrête son boulot, l'équilibre, le partage des tâches qu'on s'était donné dans son pays, là où on travaillait tous les deux, devient un peu différent. C'est-à-dire qu'en tant que conjoint suiveur, puisqu'on a du temps, on se dit je vais prendre en charge la maison, l'administratif, les enfants, le quotidien, la routine, etc. Et puis ce nouvel équilibre familial risque de perdurer un peu, ça s'installe, le manager part beaucoup en déplacement, il travaille beaucoup, etc. C'est confortable aussi pour lui. Et du coup, on s'installe dans un nouvel équilibre et un nouveau rythme qui n'est pas, dont on a du mal à sortir parfois. Ça, c'est quelque chose qu'il faut discuter en couple aussi. On peut très bien décider de dire, OK, pendant les 3 premiers mois d'installation, je m'occupe totalement de ma famille, je m'occupe totalement de la maison. Mais au bout de 3 mois, on repartage progressivement les charges familiales, les tâches ménagères, l'organisation de la famille et du foyer pour que je puisse retrouver un emploi, pour que je puisse construire quelque chose, etc. Sinon, c'est très compliqué. On se retrouve avec un boulot à temps partiel, on va dire. C'est un mi-temps, c'est un gros mi-temps de s'occuper d'une maison. Mais on se retrouve avec un gros mi-temps et du coup, c'est assez compliqué de développer autre chose. Il y a une perte de confiance. Moins on fait de réunions, moins on fait de dossiers, moins on va faire de recherches, etc. Moins on se sent capable de le faire.
Et beaucoup de gens disent à un moment donné, je régresse et je vais trouver un plus petit job parce que je ne sais plus faire. Il y a une difficulté à analyser son parcours, il y a une difficulté à analyser les compétences qu'on a mis en œuvre, ce qu'on a acquis en expatriation. Et ça, c'est ce dont je vous parlais au début. C'est très important à un moment donné de bien analyser ce que vous avez développé, ce que vous avez fait, ce que vous avez créé, ce que vous avez acquis en expatriation pour pouvoir l'utiliser pour la suite, pour pouvoir montrer votre potentiel. Et puis, il y a des difficultés d'accès à l'information. Quand on arrive dans un pays, on ne sait pas où chercher, on ne sait pas qui rencontrer, on ne sait pas où trouver les bonnes informations. Et là aussi, il y a des méthodes pour trouver les bons réseaux, les bons interlocuteurs et la bonne information dont vous avez besoin. Et puis ne pas se noyer non plus dans l'information, dans les recherches sur Internet, passer d'un site à l'autre et puis arriver à la fin de la journée, on n'a pas avancé. Allez au contact, allez à la rencontre des gens, créer un réseau local qui va être un réseau ressources, qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous apporter des astuces. C'est assez important et ça se fait assez facilement avec 2-3 astuces. Voilà. Donc vous, ce qui est important, c'est que vous trouviez, que vous clarifiez, élaboriez, créez un projet, quel qu'il soit, qui soit votre projet personnel à vous et qui soit un projet épanouissant dans cette parenthèse. Et puis, dans l'idéal, qui soit un projet utile, qui soit un fil rouge avec la suite, que ce soit un fil rouge avec ce que vous avez fait avant, ce que vous avez aimé et ce que vous allez faire ensuite. La rupture qu'on vit en expatriation, c'est une belle opportunité de se réinventer aussi, de se développer, d'enrichir son identité. On va en parler après. J'ai rencontré beaucoup d'expatriés qui me disaient finalement, j'ai fait pendant 15 ans de la radiologie ou tel métier parce que mes copains faisaient ça à la sortie du lycée, parce que mes parents voulaient ça, parce que tout le monde trouvait ça bien et puis moi j'avais pas d'idée. J'ai plus envie, je n'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé ce boulot finalement. J'ai envie de faire autre chose. Et ce qu'on n'osait pas faire parce qu'on est dans un rythme, on est dans une routine, on est sous le regard aussi de ces gens qui nous ont construits, avec lesquels on s'est construit. Quand on part en expatriation, on devient tout neuf, on devient tout libre, on peut se réinventer. Et c'est vrai que l'expatriation est une formidable opportunité de se réinventer. Et même si c'est difficile et même si c'est dur parce qu'on sort de sa zone de confort, parce qu'on sort de ses repères, de ses habitudes, et il faut s'en réinventer et que c'est très compliqué. Il y a un moment donné, à chaque fois, on se dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là et qui je suis là-dedans. C'est quand même, ces questions-là sont une formidable opportunité de se réinventer et notamment professionnellement. Faire le lien avec le futur, préparer la suite, j'en ai parlé un peu, c'est découvrir son potentiel. Quand je parle de la rupture, on parle de crise, de choc culturel, etc. La crise en chinois, elle s'écrit avec 2 caractères qui signifient l'un danger et l'autre opportunité. Et ça, je trouve ça assez intéressant. C'est assez beau parce que c'est exactement ce qui se passe dans la rupture qui est créée par l'expatriation. Dans cette nouvelle vie qu'on se crée, il y a à la fois du danger, de l'inconnu, quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, et la maîtrise de l'incertitude et la façon dont on va gérer l'incertitude et le stress est très important aussi. Je parle de beaucoup de choses là, on reviendra après sur certains de ces aspects pour que je vous donne des outils. On n'aura pas le temps de tout voir, bien sûr. Mais donc, c'est la façon dont on gère cette incertitude et ce danger va être primordial aussi pour la façon dont on va gérer la suite. Mais la crise, c'est surtout une formidable opportunité de découvrir autre chose. Je vais vous poser une petite question. Vous connaissez peut-être cette courbe du choc culturel. On l'utilise beaucoup pour parler de l'expatriation. C'est une courbe en 2 dimensions, donc c'est finalement assez basique et c'est plus complexe que ça. Pour les gens qui vivent l'expatriation, c'est plus complexe que ça. Il peut y avoir des retours en arrière, il peut y avoir des boucles, on peut être à plusieurs étapes en même temps. Mais grosso modo, on vit quand même tout ça. Et même moi qui suis préparée à ça, parce que moi j'ai vécu tout ça, je suis expatriée depuis 2012, mais j'accompagne des expatriés depuis 2009.
J'ai accompagné, je vais vous raconter très très rapidement. Moi, j'ai été pendant 20 ans manager d'équipe, productrice télé, donc vraiment, j'ai adoré ça d'ailleurs, le management, l'organisation des équipes, l'organisation des productions, etc. J'ai un parcours de business school en management de l'ESCP, en management de projet. Donc, j'étais vraiment manager en organisation. Je travaillais pour France Télévisions. Enfin, j'étais grosse structure et vraiment management d'équipe. Et puis, au bout de 20 ans, alors que j'adorais ça, j'étais passionnée, au bout de 20 ans, les perspectives qu'on m'offrait étaient plus du tout les mêmes. Puis j'avais perdu le sens. Puis je crois que j'avais la crise de la quarantaine. J'ai eu 40 ans cette année-là. J'ai décidé de tout arrêter et de changer. J'ai mis beaucoup de temps. Les slides en plein écran. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai mis beaucoup de temps. Voilà, j'espère que vous avez le slide en plein écran. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire, mais comme mon mari partait en expatriation, m'avait annoncé qu'on allait partir en expatriation, je me suis beaucoup engagée dans cette période de transition, dans du bénévolat, et j'ai notamment dans une association accompagné beaucoup de conjoints expatriés, préparation au départ, préparation au retour, retour à l'emploi, etc. J'ai accompagné, j'ai rencontré plus de 500 conjoints, on a fait des partages d'expériences incroyables, etc. Donc j'étais particulièrement bien préparée quand je suis partie au Gabon en 2012 et particulièrement bien préparée encore quand je suis arrivée aux Pays-Bas en 2015. Mais toutes ces étapes, malgré tout, même si on les connaît, on les vit. Et moi, je les ai vécues aussi. Alors ce choc, cette lune de miel, le moment où on se dit oh, c'est formidable comme pays, on se sent touriste dans ce pays et où on est content de découvrir, c'est beau, il y a la mer, il y a des palmiers, les gens sont sympas, enfin, on est content de découvrir ce pays. Puis au bout d'un moment, quand on prend conscience, alors avant de prendre conscience des écarts, on prend d'abord conscience qu'on va pas rentrer chez soi, que maintenant chez soi c'est là. Et c'est là où ça commence à coincer. C'est quand on n'est plus en vacances, c'est quand on n'est plus touriste et qu'on se dit bah maintenant il va falloir que je vive toute l'année, tous les jours, avec tout ce que ça implique dans ce pays-là, avec ces valeurs qui sont différentes, avec ce fonctionnement qui est différent, avec les gens qui ne pensent pas comme moi, avec ces gens que je ne comprends pas. Et là, c'est assez compliqué de s'adapter. Il y a cette période de désorientation, d'inconfort, et puis à un moment donné, il y a une étape clé de transformation. En général, on associe cette courbe à la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, et quand vous arrivez en bas de cette courbe à l'étape clé de transformation, c'est l'étape de tristesse. Quand vous commencez à être triste, c'est plutôt bon signe, c'est que vous êtes en train de faire le deuil de certaines choses et que de votre vie d'avant et que vous allez pouvoir partir sur une remobilisation de vos ressources, de vos talents, de votre motivation pour faire autre chose. Avant cette tristesse, il y a aussi la peur, la colère. Alors la colère des expatriés, on la connaît bien, il y en a qui restent cristallisés à cette étape-là. Mais normalement, il faut passer. Moi, je vais vous poser une petite question. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans cette courbe, tout en sachant que vous pouvez être à un moment de régression, hein, vous avez pu revenir en arrière, ça arrive. Où vous en êtes dans cette courbe et où est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire, quel pas vous pouvez faire pour avancer à l'étape suivante. Ça, c'est toujours intéressant de se dire, ok, j'en suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Ne pas stagner, ne pas ni procrastiner, ni ressasser ma situation, mais qu'est-ce que je vais faire pour aller au-delà? Donc ça, je vous invite à, pareil, me répondre dans le chat. Alors, je suis obligée de revenir, sinon je ne vois pas vos réponses. Mais je reviendrai dans 5 minutes je reviendrai un peu plus tard sur vos réponses. De toute façon, pour bien vous rappeler le fonctionnement de la conférence, ces documents-là, vous allez les retrouver dans le livret à télécharger en fin de conférence. La courbe de l'expatriation, vous allez la retrouver, vous pourrez remplir tout ça. Et puis je reviendrai avec les questions. Donc vous pouvez avancer sur les questions et puis moi j'y reviendrai un petit peu plus tard aussi dans la conférence. Voilà. En général, le problème, enfin très souvent, de plus en plus, le problème, c'est que quand on arrive au renouveau, à la quête de sens, à la sérénité, on a développé son projet, on se sent à l'aise dans le pays, etc. C'est le moment où votre conjoint revient du bureau et vous dit, chérie, tu vas rire, on repart. On est chumuté à tel ou tel endroit. Alors les conjoints finissent des fois l'année scolaire pour des enfants, mais on prépare les bagages et on est reparti. Quand ça dure
4-5 ans, ça va, on a le temps de reconstruire quelque chose et d'anticiper sur la suite. Mais je vois aussi des expatriés, des conjoints expatriés qui partent. Attendez, excusez-moi, je vais me remettre en plein cadre. Il y a des expatriés qui partent tous les ans et demi, tous les ans, tous les 2 ans. Voilà, j'ai connu des conjoints expatriés qui partent 1 an en Chine, 1 an et demi à Singapour, 2 ans en Angleterre, puis reviennent pour 1 an aux Pays-Bas. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand c'est des rythmes comme ça? C'est extrêmement compliqué. Donc c'est important, d'autant plus important, de bien construire, de bien avancer à petits pas vers son projet personnel, de pouvoir faire quelque chose à chaque fois. Donc la première chose qui est importante pour bien reprendre possession de son propre parcours, de son propre projet, et devenir acteur de cette expatriation, décider pourquoi on est parti en expatriation. Qu'est-ce qu'on va y faire dans cette expatriation? Pas uniquement s'occuper de son mari et de ses enfants, mais s'occuper de soi aussi et développer quelque chose. La première chose à faire, c'est de décider de faire quelque chose de cette expatriation pour soi et c'est de s'y mettre maintenant, sans attendre d'être ailleurs, dans un pays plus adapté, un pays où on parlera la langue, un pays où on pourra travailler, où on aura un visa de travail, un pays où quand les enfants seront grands, etc. N'attendez pas, il faut vous y mettre maintenant. Même si on n'a pas la totalité du projet tout de suite, il faut avancer tout de suite. Donc ça, c'est déjà une décision, une prise de décision, et c'est le premier conseil que je vous donne, c'est décider aujourd'hui d'avancer vers votre projet. Quand on commence, voilà, j'ai une cliente qui disait beaucoup de choses se sont débloquées. J'ai aussi pris conscience de tout le négatif emmagasiné ces dernières années et je travaille sur le positif. Cette prise de conscience et tous les événements positifs depuis m'ont donné une bouffée d'air frais que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Débloquer, travailler, avancer sur votre projet à petits pas et vous verrez que les choses se débloquent d'elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle le changement choisi. À un moment donné, vous savez, vous avez cette courbe. Vous la reconnaissez, cette courbe. C'est la même que la courbe du choc culturel de l'expatriation. Effectivement, si vous ne faites rien, à un moment donné, ça redescend et puis on recommence, etc. À un moment donné, vous pouvez décider de changer les choses. Et votre courbe, elle va être différente du coup. Et elle va souvent être monter beaucoup plus haut. Ces opportunités, ces ruptures et ces opportunités de changer vous permettent d'être ambitieux. Et surtout de ne pas imaginer que vous allez régresser dans ces ruptures, mais vraiment imaginer que vous pouvez en profiter pour monter une marche très haute. Et ça, c'est vraiment un changement de perspective, c'est vraiment un changement de mental qui est très important. Réfléchissez à ce que vous voulez faire de plus ambitieux avec cette rupture. Qu'est-ce que vous allez faire de beaucoup mieux? Comment vous allez monter la marche? Alors, évidemment, vous voyez, le changement choisi, c'est au départ, on se dit, super, alors maintenant je suis très ambitieuse, j'ai suivi les conseils d'Isabelle Voillon, je vais faire tel poste, je vais postuler pour tel truc, ça va être génial, j'en ai toujours rêvé. Et puis, évidemment, ça se passe pas tout à fait comme ça parce que, on vous attend pas dans le monde du travail, on vous attend pas dans le monde de l'entreprise et que, au bout de 3 mois, vous avez tout mis en place, au bout de 6 mois, vous êtes sûr de vous et puis, personne vous connaît, personne ne répond à vos envois de CV, vous n'avez aucun client qui arrive pour votre entreprise, ce qu'on appelle le réveil brutal. Mais vous voyez, le creux de la découverte, c'est cette période de zone d'inconfort, c'est la période de test, c'est la période qui est difficile à passer, c'est là où on abandonne en général, mais c'est une période qui est importante à travailler et à passer, c'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite, c'est accepter de ne pas tout réussir tout de suite, c'est accepter de régresser à un moment donné pour ensuite vraiment évoluer. Mais vraiment, je vous demande si vous faites un projet et je vous enverrai un petit mail après. J'aimerais bien savoir en quelques lignes quel est votre projet. J'aimerais bien que vous réfléchissiez une fois en rêveur. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Et cette expatriation-là, même si vous l'envisagez comme une régression, ça peut être une chance inestimable de vraiment réussir à faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie le plus absolument. Alors, et je vous invite donc, pour un premier exercice, à noter sur votre petit papier que vous avez gardé, dans cette nouvelle vie qui est aujourd'hui la vôtre, dans cette nouvelle vie que vous allez construire, on va commencer par une chose, c'est ce dont vous ne voulez plus.
De quoi vous ne voulez plus. Et vous notez. Ça peut être une phrase, un mot, ça peut être quelque chose de très simple. Je vérifie. Vous le notez et vous prenez votre papier et vous le froissez et vous le jetez. Ça, c'est fait. Deuxième étape, j'espère que vous avez noté et que vous avez jeté rageusement. Vous pouvez prendre le temps aussi, vous pourrez le faire après, mais faites cet exercice et je tiens à ce que vous jetiez rageusement ce papier froissé de ce dont vous ne voulez plus. Et puis, vous prenez un autre papier, un joli papier avec un joli crayon, quelque chose que vous allez garder, que vous allez afficher, que vous allez mettre en face de votre bureau, que vous allez mettre sur le pare-brise de votre voiture, que vous allez mettre chez vous dans la cuisine, que vous allez mettre sur votre miroir de la salle de bain. Qu'est-ce que je veux à la place? Qu'est-ce que je veux de nouveau? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie de tester? Qu'est-ce que j'ai envie de développer aujourd'hui? Une chose, ça peut être une chose très petite, ça peut être une chose très grande. Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui de nouveau, de neuf? D'accord? Ça, c'est un premier exercice. Je vais revenir juste rapidement aux questions. Dani dit, je suis à l'étape clé de transformation. Génial. Aux Pays-Bas. Donc ça, c'est super. Donc là, maintenant, on peut faire le deuil de tout ce qui est avant. Vous avez compris que vous avez accepté que la vie ne va plus être la même. Et vous avez accepté de passer vers autre chose, d'aller vers autre chose. Il faut savoir que l'expatriation, c'est un peu comme la maternité, ça nous change définitivement. On ne revient pas de la même façon. On n'est plus le même après. Et c'est vraiment lié à cette rupture de tout ce qu'on a construit, de toute la façon dont on s'est construit, avec les habitudes qu'on a construites et avec le regard des autres. Et Delphine nous dit, après un an d'expat, je suis tout en bas, sans être passé par la case sympa touriste. Ah ben ça, c'est dommage. Alors ça, si vous avez une autre expatriation à faire, je vous invite à passer, même si c'est pas long, une semaine, 15 jours, mais cette phase touriste, c'est quand même agréable et puis ça peut changer vraiment toute la suite. Je voudrais reprendre une activité pro, mais c'est surtout parce que je ne sais rien faire d'autre. Si j'en ai le temps, avant un prochain départ, je collabore avec une start-up, mais c'est ténu. Oui. Alors c'est intéressant. Je voudrais reprendre une activité pro, c'est surtout parce que je ne sais rien faire d'autre. Alors, il faut découvrir des fois quand on a passé 15 ans à travailler, à ne faire que ça. Il y a beaucoup de profils perfectionnistes aussi, travaillomane. Je suis moi-même une travaillomane, donc je sais ce que c'est. Je sais rien faire d'autre que travailler. Mais il y a plein de façons. De travailler. On peut être bénévole, par exemple. On peut développer des activités. On va découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses peut-être un peu différentes d'un travail très classique. Vous pouvez tester des choses. Ça, c'est intéressant. Je vous dis ça parce que quand vous me dites, je voudrais reprendre une activité pro, mais c'est surtout parce que je ne sais rien faire d'autre, je sens un petit regret là quelque part. Donc c'est peut-être l'occasion de tester des choses. Si j'en ai le temps avant un prochain départ. Et puis la collaboration avec une start-up, c'est ténu. Là, on est vraiment dans effectivement, alors quelles sont vos motivations, quels sont vos modes de communication avec ces collaborateurs de start-up? Quels sont vos objectifs à vous? Est-ce que vous avez clarifié ça? À quoi ça vous sert, vous? C'est-à-dire que souvent, on prend de manière opportuniste les projets qui nous sont offerts. Alors, il y a telle start-up qui démarre et qui voudrait bien un coup de main sur, je ne sais quoi, le marketing, la communication, les ventes, etc. Puis on se dit, bah, moi, j'ai un peu ce parcours-là, ou moi, je pourrais le faire, et on y va. Mais finalement, c'est pas votre motivation, c'est pas votre besoin, c'est pas votre envie. Il y a 3 critères qui sont importants dans ce que vous allez développer, c'est besoin, envie, opportunité. De quoi avez-vous besoin, vous, pour la suite? De quoi avez-vous besoin pour être en sécurité? De quoi avez-vous besoin pour vous développer? Le besoin, envie. De quoi avez-vous envie? Quelles sont vos motivations? Si on ne change pas de valeur dans toute sa vie, on change de motivation. On n'a pas les mêmes motivations à 20 ans qu'à 40. On n'a pas les mêmes motivations à Paris qu'au Gabon. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Qu'est-ce qui vous exciterait vraiment? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment qu'est-ce qui vous enthousiasmerait vraiment? Ça, c'est important de savoir. Et puis après, vous définissez quelles sont les opportunités à saisir ou pas. Quand on est conjoint expatrié, on a tendance à saisir toutes les opportunités. Et du coup, on perd du temps malgré tout. On part dans des cul-de-sac et des postes qui n'en sont pas, ou des jobs qui nous apportent rien. Donc, soyez vraiment attentifs à
qu'est-ce qui est bon pour vous? Et soyez sélectif. Voilà. Et puis Tanit, j'ai eu la chance de vraiment choisir, d'être libre d'aller et venir quand j'en ai les moyens. Ça, c'est bien aussi de pouvoir aller et venir et partir. Est-ce que Dani voulait dire que vous faites des allers-retours avec votre pays d'origine? Je pense à la France quand on est aux Pays-Bas et quand on est en proximité comme ça. On peut revenir tous les 15 jours, on peut revenir toutes les semaines, on peut faire des allers-retours, etc. C'est aussi un moyen d'éviter de s'intégrer, d'éviter de développer quelque chose. Ça peut être un moyen d'éviter de s'intégrer dans le pays. Donc faites attention de ne pas être un peu le pied entre deux pays, le cul entre deux chaises, si j'osais. Mais c'est vrai que de pouvoir bouger, c'est une grande chance. On se sent très enfermé. Moi, j'étais au Gabon pendant 3 ans. Le Gabon, c'est la forêt vierge d'un côté, la mer de l'autre, et des billets à 1500 € pour rentrer sur la métropole. Donc je vous dis, autant vous dire qu'on ne bouge pas, on part très peu du Gabon, et il y a des moments où on se sent un petit peu coincé quand même, un petit peu enfermé. Donc c'est bien de pouvoir se sentir libre. Je reviens donc, j'avance parce qu'on est qu'au premier tips, mais on va avancer sur les autres. Le deuxième, c'est faire le point. Faire le point sur votre parcours, ouvrir les placards. Le travail que je fais avec mes clients, c'est vraiment d'ouvrir son placard. J'aime bien cette image-là, j'aime bien cette métaphore. On ouvre le placard et on sort tout ce qu'il y a. Et on va faire le tri. On va faire le tri, on va découvrir qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas à vous. Des tas de choses que les gens vous ont données, prêtées, en vous disant ça t'irait bien, ça ce serait bien, oh tiens ça j'en veux plus, bah tiens ça je te l'ai offert. Voilà. Au niveau de la carrière, au niveau de ce que vous avez construit, etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas à vous. Donc faire le point, trier dans son placard, trier dans son parcours, ce qui est à vous, ce que sont les valeurs de votre famille, de vos parents, de vos camarades de classe, de ce qui se faisait au lycée, ou à l'université ou à l'école que vous avez faite. Trier aussi ce qui vous va plus. Vous avez changé, vous n'avez plus envie des mêmes choses, donc il y a des choses qui ne vous vont plus. Et puis trier aussi ce qui est trop vieux, ce qui est abîmé, ce qui a rétréci, feutré. C'est tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, dans votre vie aujourd'hui, parce que la société a changé, parce que le fonctionnement a changé, parce que les entreprises ont changé, parce que votre famille a changé. Donc il y a des choses qui sont obsolètes. Donc il faut faire le point, il faut ouvrir un peu tout ça. Et alors pour ça, vous aurez un livret à télécharger à la fin qui va être bientôt, un livret à télécharger avec une dizaine de pages d'exercices qui vont vous permettre de faire ce tri. On peut pas le faire en direct là, ce serait trop long. Mais je vais revenir dans ce livret d'exercices sur plein de questions. J'ai beaucoup de questions à vous poser. En général, je pose que des questions à mes clients sur votre parcours, sur ce que vous avez envie de faire, sur quelles sont vos compétences, sur les choses que vous n'avez pas encore développées, que vous avez envie de développer, sur les événements marquants de votre vie, sur ce que vous avez apprécié, pas apprécié, sur vos réussites et sur vos échecs aussi. C'est important, on apprend aussi de ces échecs. Donc ça, vous allez pouvoir le travailler, cette étape 2. À la fin du programme. Et puis le troisième point que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est de définir votre plan d'action. Ne gardez pas en tête, déjà, alors là, vous allez écrire beaucoup de choses. Avec le livret d'exercice, vous allez mettre noir sur blanc. Et je vous demande vraiment, même si vous dites, oh là là, j'y arrive pas, cette question-là, c'est trop dur, etc., mettez les choses noir sur blanc. Parce que votre cerveau fonctionne en lien, en synapse, il fonctionne en permanence. Et une idée en amène une autre, et un lien se fait avec une autre idée, etc. Et ça bouillonne, et vous pouvez pas vous arrêter et définir un plan d'action. Donc, mettez sur le papier, écrivez noir sur blanc ce que vous voulez faire, vos réflexions, ce que vous avez aimé, etc., pour pouvoir construire quelque chose. Définir son plan d'action, je vais vous donner un petit truc là que vous allez noter tout de suite, mais que vous n'allez pas faire tout de suite. Ça va vous demander, on va dire, une demi-heure. À chaque fois, prenez une demi-heure tranquille sur ces exercices-là. Listez 10 objectifs pour l'année qui soient en lien avec votre projet. Alors, des projets, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous pouvez avoir 2-3 pistes de choses que vous voudriez développer, tester. Et je pourrais vous donner des astuces pour tester et voir ce que vous allez pouvoir, ce sur quoi vous allez vraiment vous engager. Mais quand vous êtes en période de reconversion, de réflexion, de mise à plat de votre parcours, c'est un moment aussi intéressant pour garder 2-3 options et puis voir ce que ça donne, voir dans votre contexte, dans votre environnement, ce que vous pouvez faire.
Donc, listez 10 objectifs qui sont en lien à votre ou vos projets, mais pas plus de 10 objectifs pour l'année. Et puis, vous allez détailler pour chacun de ces objectifs, chacun de ces 10 objectifs, 3 premières actions qui vont vous permettre de les atteindre. D'accord? Donc, vous faites une liste de 10 objectifs pour l'année. Et pour chaque objectif, vous définissez 3 actions. Et à partir de ces 3 actions, eh ben, vous en choisissez 3 à développer chaque semaine, à faire chaque semaine. Vous pouvez aller dans l'ordre, vous pouvez passer à l'action, à l'objectif 10, 9, 8, enfin, vous voyez, vous pouvez aller dans le désordre, vous pouvez aller dans l'ordre que vous voulez. La chose qui vous inspire quand vous démarrez votre semaine, tous les lundis matins ou tous les dimanches soirs, vous dites, voilà, les 3 choses que je dois faire cette semaine. Et pas plus de 3. Parce que quand vous vous dites que vous avez peut-être 5 heures par jour pour développer votre projet, en fait, avec les urgences, les imprévus, les coups de téléphone, etc., quand vous faites le compte, il vous reste que 1h30 par jour vraiment disponible pour votre projet. Donc, ne vous mettez pas trop de charge, trop de pression. Ne travaillez que sur ces 3 actions chaque semaine. Mais si vous arrivez à faire 3 actions chaque semaine, vous arriverez à faire votre plan d'action. Quand je disais faites vraiment, ne vous mettez pas trop la pression. Il faut avancer à petits pas. Vous savez, on dit pour courir un marathon, c'est un pas après l'autre. D'abord, on fait 5 minutes, après on fait une demi-heure et après on arrive à faire 4 heures. Mais il faut vraiment y aller par petits pas. Donc vraiment, quand vous pensez à ces actions-là que vous choisissez, ces 3 actions à faire dans la semaine, mettez les plus petites actions possibles. C'est quoi la plus petite action possible que je peux faire? Ça veut dire, par exemple, si vous voulez rentrer dans une entreprise, vous allez vouloir postuler pour un poste chez L'Oréal, d'accord? Bon, il va falloir faire votre CV, il va falloir trouver les postes, il va falloir préparer l'entretien, il va falloir, etc. C'est quoi la plus petite action? La plus petite action, c'est par exemple d'aller sur LinkedIn, passer 1 heure sur LinkedIn et faire une recherche sur qui sont les gens chez L'Oréal, qui sont dans votre réseau, au 2e niveau de votre réseau, qui peut vous recommander, qui sont ceux qui sont dans votre ville et avec qui vous pouvez être en contact et leur demander un conseil, simplement. Non pas un emploi, mais un conseil. Voilà, ça c'est par exemple une plus petite action. Donc voilà, là vous avez trois options, trois actions à mettre en place. Et puis après, je vous disais, donc il y a effectivement définir ses options et tester, apprendre à parler de soi, ça c'est important une fois qu'on a défini son projet. Développer ses réseaux, savoir communiquer, savoir trouver les bonnes personnes au bon endroit et puis ajuster, parce qu'on n'a pas tout bon tout de suite. Il faut ajuster et puis pérenniser, savoir comment on va mettre en place, améliorer et puis réussir sur le long terme et pouvoir réutiliser, vous savez, c'est l'expérience des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on a bien fait et qu'est-ce qu'on peut réutiliser pour la suite. Donc tout ça c'est important, tout ça c'est vraiment du travail d'amélioration continue de soi-même. Alors, je vais quand même vous parler de ce programme parce que c'est la suite. Vous voyez, là on a donné je vous ai donné les 3 premiers tips. La suite, c'est définir ses options. Et si vous avez envie de passer à la suite, si vous êtes prêt à vraiment développer, à vous faire accompagner, je peux vous proposer ce programme, qui est un programme, la parenthèse utile du conjoint expatrié, que j'ai mis en place il y a maintenant presque 3 ans, et qui est en 9 étapes, en 12 semaines, avec 3 grandes parties. C'est une méthode en 3 parties, 3 étapes. Faire son bilan de parcours, identifier ses talents, explorer les pistes de reconversion, valoriser les périodes d'expatriation, optimiser son CV, prendre confiance, identifier ses ressources, renforcer ses réseaux, développer ses relations et améliorer sa communication, et puis se donner la permission et les moyens de réussir. C'est une étape importante aussi. C'est un programme qui est 100% en ligne, accessible partout à n'importe quel moment, confidentiel, sécurisé, diversifié avec des modules. Il y a un portail. Vous avez accès à un portail de formation en ligne avec des vidéos, des exercices, des tests dans la durée, avec un accès limité au groupe Facebook et des échanges illimités par email avec moi. Et puis 6 séances de coaching individuel par Skype avec moi aussi. Et une garantie, vous pouvez annuler le programme dans les 2 semaines si cela ne vous convient pas. Alors, pourquoi se faire accompagner? Je reviens pour vous voir ici.
Pourquoi se faire accompagner? On se dit souvent, je devrais y arriver tout seul, je devrais m'en sortir tout seul. Et puis c'est trop cher, puis j'ai pas le temps, et puis je mérite pas, et puis voilà, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué de le faire tout seul. Réfléchir tout seul, échanger tout seul, c'est très compliqué. On perd du temps. Donc le programme, c'est vrai que travailler avec quelqu'un qui est expert, moi je fais ça depuis 7 ans maintenant. Travailler avec quelqu'un qui connaît les enjeux, qui connaît les étapes et qui va vous donner une méthode et des étapes bien calibrées, les bons exercices. Moi, j'ai fait cette sélection-là dans le programme, donc ça peut vous permettre simplement d'aller plus vite et mieux, d'aller plus à l'essentiel et de travailler directement sur avec ce dont vous avez besoin pour vous développer. Alors, je reviens ici. Donc, se faire accompagner, c'est évidemment réduire significativement le temps d'adaptation, se fixer des objectifs plus ambitieux, et ça, je le vois souvent, se faire accompagner, faire un vrai travail construit sur son projet, permet d'avoir un vrai projet ambitieux. Et ça change tout. Éviter l'éparpillement et le stress, aider son conjoint et sa famille. Je vous donne aussi des astuces et des guides pour aider aussi votre conjoint et votre famille. C'est important. C'est un travail de couple aussi, c'est un travail de famille aussi, l'expatriation. Et puis, augmenter ses chances de réussite. Évidemment, j'ai accompagné quelques personnes qui sont ravies et j'ai eu j'ai eu de très bons résultats avec ce programme. Si vous avez des gens autour de vous qui sont intéressés dans votre communauté expatriée, je prépare ma prochaine conférence en ligne qui sera au mois de juin et qui sera autour de la répatriation et comment anticiper, préparer et réussir sa répatriation, son retour en France. Là, je suis sur une communauté francophone, donc en général, c'est retour en France. Mais on peut travailler ça sur des retours dans d'autres pays. Les outils sont les mêmes. Voilà. Donc, des questions. Je passe l'info chez les expats. Et puis, si vous pouvez me donner un petit retour, me dire ce que vous avez pensé et de la conférence, ce que vous avez pensé du livret d'exercice, ça m'est toujours utile d'avoir votre feedback, votre retour pour améliorer aussi mes propositions et mes services. Voilà, on arrive à la fin de cette conférence. On a tenu en une petite heure. Je tenais à ce que ça ne dépasse pas une petite heure. Je vous remercie beaucoup de vos interventions, de vos échanges, de votre engagement. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et puis j'espère vous voir pour cette prochaine, j'espère vous entendre, vous lire à nouveau pour cette prochaine conférence sur la répatriation. À très bientôt.